Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. Merci d'abord à Valérie Lépy, à qui son mari me permettra de dire que je lui porte des sentiments affectueux, mais à lui aussi d'ailleurs. Et merci à notre ami Stéphane Ravier qui a porté haut nos couleurs et qui a tracé la route de la victoire dans cette région, et nous allons le suivre et marcher encore plus loin. La scène se passe à la télévision belge. On a invité 2 conseillers municipaux de Schaerbeek, qui est une grande commune de banlieue bruxelloise. Ce sont 2 élus musulmans. Et la journaliste les interroge et leur dit « Mais, messieurs, que voulez-vous en fait ?»« Eh bien, madame, nous voulons instaurer la charia. »« Ah bon, mais la charia avec les mains coupées ?»« Oui, bien sûr. Avec les lapidations ?»« Bah, évidemment. »« Mais quand comptez-vous faire ça ?»« Oh, nous pensons que la Belgique sera musulmane d'ici une 20aine d'années. » Eh bien, mesdames et messieurs, les crimes dont on nous a parlé il y a quelques jours, c'est l'application de la charia. C'est la peine de mort appliquée aux blasphémateurs. C'est la règle qui s'imposerait si un jour nous laissions la majorité entre les mains des musulmans qui seront forcément sous la coupe des terroristes, car toute communauté qui comporte une aile terroriste finit tôt ou tard par lui obéir. À moins, bien sûr, que le peuple français ne se redresse, qu'il rompe cette espèce de tragique descente aux enfers qui caractérise notre vie politique, économique et sociale, intellectuelle, artistique, culturelle, depuis des décennies. Parce que la décadence française ne date pas d'hier, même si elle s'est singulièrement accélérée sous Chirac, Sarkozy, puis Hollande, après Mitterrand. Tout cela procède en effet de la même erreur, c'est l'abandon des valeurs nationales. C'est l'abandon des traditions qui ont fait la grandeur de ce pays, qui ne sont pas exclusives du tout de la modernité, mais qui ne doivent pas s'y confondre, car il y a des vérités qui sont éternelles, et ceux qui se sont passés d'elles ici-bas, comme dit Musset, ont tout ignoré. Nous sommes les éclaireurs de pointe. C'est une fonction qui, dans une armée combattante, est extrêmement redoutable. C'est celui qui marche devant sur des terrains souvent minés et à l'instinct duquel on fait confiance parce que c'est un combattant avisé, d'expérience. C'est lui qui doit sentir si le décor est celui d'une embuscade pour en avertir les sections qui le suivent. Il doit faire attention de ne pas marcher trop devant, parce que s'il perd le contact, il n'est plus entendu ni compris. Ça nous est peut-être arrivé quelquefois, d'être trop en avance dans le domaine de l'analyse et de l'intelligence des faits. Nous n'étions pas suivis par le peuple. Et cependant, notez cet extraordinaire, ce miraculeux phénomène qu'a constitué la montée du Front National, qui part d'une pincée d'hommes qui, en quelques dizaines d'années, contre l'ensemble de l'établissement politique, social, économique, médiatique, religieux, philosophique, j'en passe, tout le monde est contre le Front National, et toujours, nous n'avons jamais eu d'alliés. Et malgré ça, d'une façon physiquement incompréhensible, eh bien le Front National
n'a cessé de progresser. Et ça, je crois qu'il le doit à l'instinct de vie des Françaises et des Français. Il y a dans notre peuple une faculté particulière, une sensibilité exceptionnelle qui lui a permis tout au long des siècles de survivre, car nous sommes l'une des deux plus anciennes nations du monde, avec la Chine. Et ce qui doit nous rassurer, peut-être dans les moments d'angoisse où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a eu des moments comme ceux-là dans l'histoire de France, où tout semblait perdu, et où, soit prodige de la Providence, soit volonté de quelques hommes ou de femmes, la France a eu le sursaut salvateur. Car nous sommes dans ce type de situation. Toutes les courbes de l'activité française, sans exception, vont dans le mur. Il n'en est pas une seule qui le surmonte. Par conséquent, sur le papier, nous pourrions nous attendre au pire. On pourrait se dire que tout est perdu. Et c'est précisément parce que nous savons regarder, nous aussi, en même temps que dans le pare-brise pour regarder la route, nous regardons de temps en temps le rétroviseur pour savoir comment ça s'est passé dans d'autres temps et ce qui s'est passé derrière. Et c'est justement ce qui s'est passé derrière qui nous donne confiance dans ce qui va se passer demain. Si nous savons retrouver les mêmes réflexes que ceux qui ont sauvé notre pays, si nous savons faire confiance à ceux qui ont été jusqu'ici les plus lucides pour voir, les plus intelligents pour comprendre, les plus courageux pour oser, eh bien, la situation peut se retourner, car les Chinois le disent dans un proverbe célèbre, le poisson pourrit par la tête. Et donc, c'est à la tête qu'il faut agir. C'est la tête qu'il faut conquérir pour que le corps ait le courage et la volonté de survivre. Et c'est pour cela que nous combattons. Plein d'espoir, malgré l'horizon sombre, redoutable. Nous tirons même dans l'excès des menaces un courage supplémentaire. Je dirais presque une volonté de combattre. Nous sommes des bêtes de combat. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne nous laisserons pas faire. Pensez clair et marchez droit. C'est ce qui a été la devise du Front National. Et vous avez pu le voir, la première affiche du Front National en 1972, il y a maintenant 42 ans. C'était avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous avions déjà le sentiment de l'urgence des problèmes à ce moment-là, puisque nous pensions qu'on pourrait arriver trop tard. Et nous avons traversé les déserts politiques avec jamais sur le chameau, quelquefois en le tirant derrière nous, quelquefois même en le portant sur notre dos. Et nous avons continué et nous avons eu la persévérance. C'était le nom du bateau de mon père, la persévérance. La persévérance. Ne jamais se décourager, ne jamais abandonner, ne jamais croire qu'on est vaincu. Tant qu'on est vivant, on n'est pas vaincu. Parce qu'on peut se redresser. Et c'est ce que nous avons donné comme exemple à notre peuple. Et mystérieusement, car enfin, le Front National, même à l'heure qu'il est aujourd'hui, n'a pas de journal. Il n'a pas de télévision, il n'a pas de radio. Il ne peut compter que, même pas sur la bienveillance des médias, mais sur la tolérance de certains d'entre eux, pour que nous ayons le 10e du temps auquel nous aurions démocratiquement droit. Mais déjà, cela nous suffit, parce que c'est en nous présentant à toutes les élections que nous avons progressé. C'est vrai, ce sont nos militants, ce sont nos candidats. Et je le dis quelquefois aux jeunes qui rentrent chez nous et qui pensent que
le Front National commence avec eux. Je leur dis, imaginez la somme immense de souffrances, de sacrifices qui ont été consentis pour construire le Front National à tous les niveaux. Que ce soit l'ouvrier dans son entreprise qui est chassé à la demande du Parti communiste par un patron lâche parce qu'il est du Front National. C'est le commerçant qui reçoit pour la 4e fois la visite des inspecteurs du fisc. C'est le jeune garçon qui est arrivé brillamment dans les premiers d'un concours de fonctionnaires et qui, curieusement, n'est pas sélectionné parce qu'il est du Front National. Ce sont ces familles qui ont été brisées quelquefois. Ce sont ces gens qui sont morts aussi, car certains de nos militants sont morts, beaucoup ont été agressés, ont été blessés très souvent. Ce sont même des ménages qui ont été rompus par la lassitude de voir la persécution dont était l'objet celui des deux, ou quelquefois les deux, qui combattaient sous le même drapeau. Moi, je suis très conscient de ça. Je dirais même que je prends ma présidence d'honneur un peu comme la mission de rappeler aux dirigeants du Front National qu'il y a eu un Front National avant eux, qu'ils sont en quelque sorte, et nous l'espérons le plus haut possible, au sommet d'une pyramide qui a été construite de mains et de cœurs d'hommes et de femmes, que cela n'est pas innocent, que sans doute les épreuves qui nous attendent seront peut-être plus terribles encore que celles que nous avons connues, parce que le pays s'émeut aujourd'hui, lui qui a la mémoire courte, de 17 personnes qui ont été tuées. Mais je rappelle, le 22 août 1914, l'armée française a 27 000 tués. 27 000 tués, le même jour. Nous avons perdu 1,5 million d'hommes en 14-18, plus 4 millions de blessés. 600 000 au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et d'autres encore dans les guerres d'Indochine ou d'Algérie. Par conséquent, nous pouvons regarder les malheurs de l'histoire avec un certain détachement, sans être accusés d'insensibilité, simplement parce que nous sommes lucides. Oui, nous avons à l'égard des crimes qui ont été commis contre nos compatriotes, et parce que, uniquement, ils sont nos compatriotes. C'est ce qui motive que nous ayons eu cette compassion à leur égard. Mais ceci ne nous oblige pas à défendre l'esprit de Charlie Hebdo. Pas du tout. Parce que Charlie Hebdo avait lancé une pétition qui avait d'ailleurs recueilli 174 000 signatures et qui fut portée au ministère de l'Intérieur par M. Charb et M. Val, l'actuel directeur des radios françaises, pour demander l'interdiction du Front National. C'était cela les défenseurs de la liberté? Je croyais que la liberté ne se divisait pas. C'est la liberté pour certains, pour les copains, pour les républicains ou ceux qui s'intitulent tels, ou bien c'est la liberté pour tous les citoyens, pour tous les Français? Eh bien, nous croyons que la liberté est le droit de tous les Français. Et nous la défendons. Donc, sous forme de boutade, j'ai dit, moi, je ne suis pas pour défendre la philosophie anarcho-syndicaliste ou même anarcho-trotskiste plutôt que syndicaliste, anarcho-trotskiste du journal dont il est question. Les gens disent je suis, comment dit-on déjà, c'est... ça m'échappe. Oui, oui non, je ne suis pas. Je ne suis pas Charlie Hebdo. Je serais plutôt Charlie Martel.
Alors, nous assistons aujourd'hui à une formidable opération de manipulation médiatico-politique, usant et abusant de l'émotion légitime du peuple à l'égard d'un acte criminel et de ses victimes, en une espèce de rassemblement dont on espère le sursaut politique du Parti socialiste et plus généralement de la classe politicienne tenue jusqu'à présent pour méprisable par l'immense majorité de nos concitoyens. Et nous, on espère que les moutons de Panurge vont suivre avec leurs panneaux, certains l'ont autour du cou d'ailleurs, comme une pancarte, je suis avec eux, je suis pour lui. Et j'ai simplement vu, parce que de temps en temps, il y a des gens qui ont le sens de l'humour quand même, c'est, je crois, Depardieu qui a fait une pancarte « Je suis Chablis ». Parce que on sait que notre grand acteur de cinéma aime le vin. Donc, alors, je ne suis pas charliste. Et je me réjouis pour ma part que nous ayons été exclus de cette fausse unité nationale, plus précisément définie comme unité républicaine, et qui est dans le fond le rassemblement des charlots plutôt que des charlies. Tout le monde ils étaient tous là, y compris la mère Merkel, y compris le Renzi, y compris Juncker, toute la bande de l'Europe qui, heureusement, venait nous rappeler que dans la situation actuelle de la France, il n'y a pas que des responsabilités des gouvernements socialistes et UMP, mais il y a aussi une responsabilité de l'Europe. C'est l'appartenance à l'Europe qui nous interdit d'avoir des frontières et de les défendre, de les contrôler. C'est l'Europe qui nous impose un certain nombre de règles. C'est elle qui, en particulier, a justifié que les gouvernements français aient réduit les effectifs militaires constamment, les effectifs policiers, les effectifs judiciaires, alors que tout le monde voyait bien que l'insécurité montait dans ce pays, comme une conséquence d'ailleurs presque automatique de cette énorme vague d'immigration que nous subissons depuis 40 ans. Depuis 40 ans, combien est-il entré d'étrangers dans notre pays? Eh bien, ce chiffre, mesdames et messieurs, est un chiffre aussi inconnu que l'Arlésienne. Il est interdit de le connaître. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Tribala, Michèle Tribala, qui est une démographe du CNRS de gauche. Elle a participé il y a quelques années à un livre contre le Front National. C'est une garantie. Elle dit tous les chiffres relatifs à l'immigration en France sont faux. Ils sont truqués. Ils sont manipulés. C'est une accusation extrêmement grave. On ne veut pas que le peuple français sache combien d'immigrés sont entrés en France. Alors il y a un chiffre officiel, c'est le chiffre de l'INSEE, sous toute réserve, 12 millions. Il y a le chiffre d'Azouz Begag, ancien ministre, qui lui dit, à mon avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France si on compte leurs enfants. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le torrent migratoire n'a pas cessé sous tous les gouvernements et que chaque année, il entre sous un prétexte ou sous un autre au moins 300 000 immigrants légaux, sans parler des illégaux. Et je ne parle pas de ces malheureux ou agents qui traversent la Méditerranée pour, grâce à l'aide de la marine italienne, entrer sur le territoire italien où tout le monde sait qu'ils ne resteront pas et qu'ils iront vers d'autres pays, par Lampedusa et d'autres pays comme ça. Je dis et autres parce que le dernier bateau, le cargo, qui rappelle d'ailleurs assez extraordinairement
les images de Jean Raspail dans le camp des Saints. Ces arrivées, ce ne sont plus des barcasses, ce sont maintenant des cargos chargés jusqu'à la gueule, comme celui d'ailleurs qui, il y a quelques années, s'échoua à côté de Toulon sans que l'amiral s'en rende compte d'ailleurs. J'avais demandé à l'époque qu'on rétablisse le télégraphe chape, vous savez, comme ça, puisque les moyens modernes n'avaient pas permis à l'amiral commandant la marine de Toulon de savoir qu'à 20 km de lui, il y avait un bateau chargé d'immigrés qui s'était échoué à la côte. Bon. Ah, je ne trompe pas la pierre à tout le monde, mais enfin, tout de même, bon. Alors, le dernier bateau, ce n'étaient pas des femmes, des enfants, des vieillards. On nous dit que ce sont des hommes plutôt jeunes. Ils sont quand même plusieurs centaines sur le bateau. On nous dit aussi que ça coûte 4 à 5 000 euros pour passer. Il faut payer à la mafia 4 ou 5 000 euros. Mais 4 ou 5 000 euros venant de ces pays où on gagne 50 euros par mois. Alors il y a quelqu'un d'autre qui paye. Qui paye pour que ces gens arrivent en France comme cela? Ce sont, dit-on, des ingénieurs, des médecins, des avocats, etc. Enfin, toute profession dont nous n'avons pas d'ailleurs, a priori, un urgent besoin, puisque nous avons nous-mêmes plusieurs millions de chômeurs, y compris dans ces catégories sociales. Ne serait-ce pas une manœuvre analogue à celle du cheval de Troie? Est-ce qu'on ne renforcerait pas par ce moyen des immigrés qui seraient trop pacifiques et qui pourraient d'ailleurs, des masques qui pourraient cacher des combattants, pourquoi pas, puisqu'ils viennent, nous dit-on, presque essentiellement de Syrie. On ne sait pas, un gouvernement avisé, sérieux, se poserait la question et essaierait d'interrompre, ou au moins de contrôler ce torrent, lequel d'ailleurs s'enrichit d'une manière qui est beaucoup moins dangereuse que celle de la traversée de la Méditerranée, puisqu'il suffit de demander un visa de tourisme, et nous en donnons, je crois, rien qu'à l'Algérie, 300 000 par an. Vous prenez un visa de tourisme, vous entrez en France, et vous n'en sortez pas. C'est tout. Et voilà. Et vous êtes un clandestin qui arrive quand même à bénéficier d'un certain nombre d'avantages sociaux. Alors, c'est clair, c'est évident que toute mesure de redressement implique la fin des avantages sociaux accordés à ceux qui sont délinquants, qui se sont introduits chez nous de façon illégitime. Donc, au départ de la situation, pour ne parler que d'elle, parce qu'on pourrait parler de la dégradation de l'industrie française, de la dégradation de l'enseignement dans l'éducation nationale, mais pour ne parler que du problème de l'immigration, qui est le problème numéro 1 de notre pays. Si nous ne résolvons pas ce problème dans les années et les mois qui viennent, nous serons submergés, nous serons minoritaires dans notre propre pays, y compris aux élections, quand l'ordre sera donné d'aller voter et que l'organisation terroriste dira « nous allons contrôler les cartes électorales ». Et ceux qui n'auront pas le cachet, avertissement sans frais. On votera là, en masse. Et il y a déjà, on le sait, des communes de notre pays, de cette région, où nous sommes minoritaires. Si jamais tous les immigrés de nationalité française, parce que d'ici là, ils peuvent aussi être naturalisés, car en même temps qu'il y a un phénomène d'immigration, il y a un phénomène de naturalisation de masse, qui fait qu'une grande partie des immigrés sont maintenant de citoyenneté française. Par conséquent, aptes à prendre le pouvoir dans notre pays, peut-être pas de gré, mais de force. Je rappelle tout de même que pendant la guerre d'Algérie, il y avait beaucoup plus de soldats musulmans dans l'armée française que chez les Fellagas. Et une grande partie de la population se satisfaisait d'être citoyenne française, même à demi-part, comme on pouvait le regretter. Je vous ai compris. Oui. Donc l'Algérie, on se souvient des scènes de fraternisation du 13 mai.
Il n'y avait pas, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de problème. En Algérie, il y a des problèmes, surtout quand il y a une cohabitation de deux civilisations différentes et surtout de deux religions différentes. Mais en Algérie, le problème ne se posait pas avec cette force-là parce que la religion musulmane, bien que puissamment aidée par la République française, par hostilité aux catholiques, tout au long de l'histoire de la Troisième République, ce fut l'attitude du gouvernement, n'est-ce pas? Eh bien, elle était de pratique relativement modérée, si j'ose dire. Encore que, moi je me souviens, en Indochine, nous avions des rations spéciales. Il y avait des rations E, rations européennes, et des rations M, des rations musulmanes qui ne comportaient pas de porc, etc., des choses comme ça. Tout ça est vieux comme le monde, c'est pas... On découvre ça, les charlots découvrent ça aujourd'hui, et nous savons ça depuis très longtemps. Il était possible, moi j'ai cru en l'Algérie française, j'ai cru que ce serait un grand atout pour la France d'être le seul pays du monde à avoir un pied sur deux continents différents, avec une immense zone géopolitique, en plus pétrolière, qui était le Sahara. Malheureusement, l'espoir a été trahi. Il était possible à ce moment-là, comme je le croyais en présentant un candidat musulman à Paris, parce qu'il était marié selon le Code civil, c'était ce qui m'avait fait le choisir, eh bien, il était possible d'intégrer les quelques millions de musulmans à la société et à la patrie française. Mais il est évident que ceci est maintenant hors de portée. Et que s'il était vrai, comme je l'ai dit, que les 5 piliers de l'islam n'étaient pas a priori incompatibles avec la République française, ça l'était par individu. Ça ne l'est pas pour une communauté entière. L'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 38 millions d'habitants. Elle en aura 60 dans 20 ans ou 30 ans. Les démographes affirment de façon un peu pittoresque que le Nigeria comptera en 2070 440 millions d'habitants, puisque sa population pratiquement double d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre. Bon, le problème pour nous est d'arriver suffisamment tôt au pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Et je le dis, je vous le dis, mesdames et messieurs, car votre responsabilité personnelle est engagée dans ce combat. Il n'y a que le Front National qui puisse empêcher ce désastre non seulement à la France, mais à l'Europe elle-même, qui connaît progressivement les mêmes problèmes que les nôtres, qui en prend conscience et qui a quelquefois des réactions plus violentes que ne sont celles des citoyens français. Il n'y a que le Front National, il n'y a que la victoire du Front National qui puisse orienter la politique française de manière diamétralement opposée sur ce sujet, c'est-à-dire en assumant la défense fondamentale de notre peuple, son droit à exister dans son identité, dans le respect de ses lois et de ses traditions. Oui, nous sommes un peuple de tradition chrétienne, même si nous sommes athées. Je me souviens d'un mot de François Brignot. François Brignot, qui est un journaliste de Minutes, athée, qui m'a dit, moi, je ne crois pas en Dieu, mais si on veut virer les gens de Saint-Nicolas du Chardonnay, j'irai faire le coup de poing pour les défendre. Posez-vous la question, mesdames et messieurs, pensez-vous que si les tueurs avaient massacré 12 journalistes de Minutes, ou même 12 journalistes de Valeurs Actuelles, pensez-vous qu'on assisterait à la même mobilisation démocratique et républicaine? Bien sûr que non. Ceci serait considéré comme un incident compréhensible, compte tenu des positions de ces mouvements, alors que, justement, le blasphème a été un des griefs qui a été relevé contre
le journal dont nous parlions tout à l'heure. Alors on va défiler dans Paris, on arguera, oh pas longtemps, parce qu'en France, l'actualité ça dure 48 heures, n'est-ce pas? On arguera on a déjà annoncé qu'il y avait plus d'1 million d'hommes. Déjà avant-hier, il y avait plus d'1 million. C'était la projection qu'avaient faite les organisateurs de la manifestation, les médias, oui, il y aura 1 million. Et ça me rappelait d'ailleurs, très curieusement, cette appréciation de Zitrone, qui rendait compte un jour, en direct, comme ça, de la manifestation qui avait suivi 68, quand De Gaulle, après avoir été voir Massu en Allemagne, était revenu, alors qu'on se demandait s'il allait revenir. Mais enfin, il était revenu. Grande manifestation populaire sur les Champs-Élysées, et Zitrone dit, combien sont-ils? 200 000? 400 000? 800 000? Peut-être plus d'1 million. En l'espace d'une phrase, on passait de 200 000 à 800 000. Pour savoir combien il y en avait, c'est très simple. Il suffit de multiplier la longueur par la largeur des Champs-Élysées, admettre qu'il ne faut pas avoir plus de 3 personnes par mètre carré, et on a le résultat qui est généralement plus près de 150 000 que du million. N'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça. Il en sera de même sur le parcours de la manifestation des Charlots. Ça sera pareil. Mais enfin, on vivra pendant quelques jours sous le règne d'une mobilisation populaire massive dans un pays de 66 millions d'habitants, quand même. Il ne faudra pas l'oublier. Bon. Et puis, nous attendrons les résultats, je crois significatifs peut-être, de l'élection législative partielle du Doubs, qui a la chance d'avoir 15 jours de répit. Ah, si ça se passait demain, je ne sais pas ce qu'il en serait. Mais comme ça se passe dans 15 jours, on peut penser que d'ici là, la gueule de bois aura fait des ravages. Et qu'on aura mesuré l'inanité de la démonstration populaire, en rappelant tout de même à nos adversaires que le Front National, lui, il pense que la politique, ça se fait dans les urnes et pas dans la rue. Parce que son président d'honneur se souvient des 2 manifestations, et de l'une en particulier, où pour la première fois dans l'histoire de la République, le président de la République descendait dans la rue. François Mitterrand en tête, c'était Carpentras. C'était l'accusation mensongère, symbolisée d'ailleurs par une énorme baudruche qui était au milieu du cortège, censée me représenter, probablement à la suite d'une caricature quelconque. Carpentras, c'est moi. Eh bien, Carpentras, c'était pas moi. Voilà. C'était, on peut se demander ce que c'était d'ailleurs. En tous les cas, le ministre de l'Intérieur de l'époque, lui, n'avait tranché. Il avait dit, c'est le Front National. Hein, tout ça, c'est l'extrême droite. Pas de problème. Nous fûmes accusés faussement. Et nous avons payé cher, cela. Car pendant 1 an, nous n'avons pas trouvé de salle. Tout le monde nous refusait une salle. Quand j'avais amené le groupe parlementaire, par déférence pour mon petit pays d'origine, à la Trinité-sur-Mer, à la place du drapeau français, il y avait un tablier de boucher plein de sang. Et il a fallu que ce soit une conseillère municipale, fille d'un couple fusillé par les Allemands, qui prenne ma défense et qui dit « Vous n'avez pas honte d'empêcher Jean-Marie Le Pen de parler dans son propre pays ». J'étais médusé, parce que c'est cela la France. C'est l'extraordinaire capacité et révélation du courage quelquefois de gens inattendus, qui sont pris par l'indignation ou par le sentiment de la justice et qui s'expriment. La deuxième fois, c'était 2002. Vous vous en souvenez, j'ai dit tout à l'heure déjà, Chirac fait moins de 20%. On craint la déferlante populiste. Le Pen a fait près de 18. On ne sait jamais ce dont ce peuple est capable. Et là, c'est la mobilisation générale. Et comme aujourd'hui, les directeurs sont chargés de faire l'édito. L'appel, je me souviens encore du journal Elle, non. Pareil, sans parler du reste. Parce que j'ai la mémoire longue, mais j'ai le cœur généreux. Par conséquent, je ne me crois pas obligé de retenir toutes les injures et toutes les accusations dont nous avons été l'objet. Nous marchons sur
de notre bon droit, parce qu'il est le bon droit de la France. Nous marchons parce que nous savons que si nous ne marchons plus, nous, dans la vie politique, si nous cessons le combat que nous avons engagé depuis quelques décennies, ça en sera fait définitivement de la liberté de notre peuple, peut-être même de son existence. Et c'est parce que nous y sommes viscéralement attachés, c'est parce que nous pensons que tous ont le droit d'être dans nos rangs, qu'ils viennent du Parti communiste ou qu'ils viennent de l'extrême droite, de quelque endroit qu'ils viennent. J'ai dit hier que ceux qui levaient le bras ou ceux qui levaient le poing, qu'ils mettent leurs mains dans leur poche. Hein. Voilà. Et puis, tout se passera très bien. Voilà. L'heure est maintenant, c'est vrai, à l'unité des combattants, à l'unité de ceux qui croient en la France. Et vous devez, chacun d'entre vous, assumer ce rôle de propagande. Vous devez vous adresser à la vieille tante par téléphone, à la grand-mère, aux voisins, et parler avec eux. Ne pas vous contenter d'entendre au bistrot rapporter des ragots, mais contredire l'interlocuteur qui ne dit pas ou qui ne sait pas, et pour essayer de remonter le terrain. Car notre ambition n'est pas de vaincre les Français, c'est de les convaincre. C'est de les convaincre que tout va se jouer maintenant, dans les quelques mois qui viennent. Et j'espère, je crois, je pense que Marine Le Pen sera la présidente de la République en 2017. Mais je ne voudrais pas que ce soit sur un champ de ruines, car d'ores et déjà nous savons que le programme que devra défendre et assumer Marine Le Pen et ses amis politiques et ses alliés politiques, car il y aura peut-être tout de même à ce moment-là des alliés aussi, des gens qui auront pris conscience du danger, eh bien auront le courage de dire aux Français la vérité, de leur dire que ça dépend maintenant d'eux, de leurs efforts, de leur courage, de leur dévouement, car ce sont les qualités qui ont fait notre pays et ce sont les qualités qui lui ont permis de durer. Merci.